demander à toi, Sébastien, ou à Guillaume, comme vous voulez, de nous raconter juste en quelques mots qu'est-ce que c'est ces histoires de Mac. Initialement, en fait, ce qui a levé notre intérêt, c'est qu'on s'est aperçu que les patients qui avaient été injectés, et moi, à cette époque, je travaillais encore, présentaient des phénomènes d'aimantation. Au point d'injection, on pouvait y mettre un élément métallique et l'élément métallique était collé. Et moi, pour Oui, l'avoir fait, j'ai même ressenti l'aimantation, j'ai senti l'attraction de l'aimant quand j'ai mis en place une clé à l'épaule d'une patiente. Donc, il se passait quelque chose de tout à fait atypique et bien sûr, là, ça commençait à réveiller mes soupçons qui étaient déjà bien présents parce que faire confiance à la fois aux médias, à la fois aux politiques et à la fois au laboratoire, pour moi, c'était compliqué. Donc, bon, il y avait déjà un éveil qui était là. Ensuite, on s'est aperçu via certaines associations auxquelles on a participé, dont Réinfo Covid, on s'est aperçu qu'il y avait une émission d'adresses MAC, donc que les patients injectés, et uniquement eux, émettaient des adresses MAC. Je vais laisser Guillaume en parler, qui en parle beaucoup mieux que moi, parce que moi, je ne suis pas du tout dans le registre de l'informatique. Donc, je lui transmets la parole. pour revenir à cet effet juste d'aimantation, est-ce que c'était généralisé sur toutes les personnes qui étaient injectées? Est-ce que c'était des cas isolés? Parce qu'on a vu quelques vidéos tournées au début de ces injections, effectivement, où les gens collaient leur Hmm. téléphone, collaient une cuillère, enfin voilà, il y avait certaines choses comme ça, mais on disait bon bah c'est un truc, c'est voilà, c'est des vidéos. Mais là, tu nous confirmes quand même de première main que tu as pu sentir l'effet d'attraction. Et est-ce que c'était généralisé ou est-ce que c'était simplement Euh, chez une personne? Dès lors qu'on a eu un cas, moi, ça suffisait largement pour creuser. Donc, j'ai pas eu qu'un cas parce que d'autres personnes ont essayé de leur côté. On a une patiente à qui enfin, le portable entier est collé, hein. Donc, D'accord. En Bon, fait, effectivement, ce qu'on peut rajouter, c'est que dans le domaine du vivant, nous ne sommes pas des frigos, nous ne sommes pas des aimants, nous ne sommes pas censés attirer des éléments ferreux sur notre corps. La biologie n'est pas faite pour. Même s'il y a un rayonnement électromagnétique dans le corps humain, dans un être vivant, il est suffisamment faible pour ne pas avoir une attraction électromagnétique avec un élément de type ferreux. Donc ça, à partir du moment où on trouve un cas, ça nous a énormément interpellés. Et effectivement, après, il y a des équipes qui ont travaillé sur une étude de cas sur des dizaines ou des centaines de personnes. Et c'est avéré que c'était très fréquent. On ne peut pas dire à 100% des cas, mais selon les études, entre 6 et 7 personnes sur 10 auraient eu cette aimantation dans les semaines qui suivaient des injections. Donc ça commence à faire quelque chose d'assez troublant. Et ça nous a donné envie d'en savoir plus parce que c'était absolument pas normal. Et la composition des injections ne permettait pas d'expliquer, en tout cas la composition officielle ne nous permettait pas d'expliquer ce phénomène qui mérite d'être cité. Donc nous avons effectivement différents éléments, on va dire, de forme cristalline, des éléments cristallins qui sont souvent euh, assez grosses hein, en plus, hein, avec des bords très très saillants. Ça, c'est vraiment une particularité de ces amas cristallins, c'est d'être vraiment saillants. souvent répandu, ce qu'on appelle en bris de verre. Donc, comme si on avait cassé un morceau de verre, il y avait plein de morceaux de verre partout, très saillants. Ça ressemble beaucoup à ce genre de choses. Donc là, ça, on a du mal à se l'expliquer. On a des éléments comme ça, un petit peu rectangulaires ou carrés qu'on observe très très régulièrement. Ils sont souvent statiques, mais parfois on en a vu certains qui étaient dotés d'éléments qui leur permettaient de se déplacer dans le liquide. Donc voilà, c'est assez surprenant. Ça, c'est pour la partie cristalline, c'est ça, ouais. Ensuite, on a des éléments plus du domaine biologique. Mais pas biologique simple, hein, parce que quand on a des éléments parasitaires de cette nature-là, avec des croissances, des excroissances cellulaires ou autres qui se passent en termes de minutes, ou parfois peut-être un petit peu moins, on se dit que c'est compliqué à appréhender, c'est complètement compliqué à se dire qu'on a ça sous les yeux. On n'est pas persuadé que certains éléments qui ressemblent à de la biologie soient vraiment, en tout cas naturels, ça c'est certain. On pense qu'on est en présence de quelque chose de semi-synthétique. Et je l'ai eu dit par le passé, mais on a vraiment le sentiment qu'ils aient réussi à associer le minéral, le biologique et le synthétique pour que tout ça travaille ensemble. Et que ce soit biocompatible. Voilà. c'est assez inquiétant quand même tout ça. Ça fait énormément d'éléments, hein.
Ça fait énormément d'éléments. Et en fait, il faut savoir que comme on va corroborer les travaux du docteur Boursaillan, hein, effectivement, nous, on travaille à une échelle micrométrique, 10 puissance moins 6. Et les flacons sont censés, pour en tout cas ceux qui contiennent de l'ARN messager, sont censés contenir des nanoparticules lipidiques, donc à l'échelle 10 puissance moins 9. Chose que nous, on ne peut pas observer au microscope. Donc effectivement, quand on regarde les fioles, on devrait observer quelque chose de très homogène et absolument aucun élément singulier. En tout cas, aucun élément de l'ordre du micromètre. Et là, on observe énormément d'éléments de l'ordre du micromètre. Ça nous semble improbable que ce soit lié à une contamination, puisqu'on les observe sur différentes fioles, dans différents pays. Les seringues et les aiguilles sont toutes stériles. Nous, dans toutes les observations qu'on a faites, effectivement, les aiguilles sont stériles, les lames et les lamelles sont neuves. On fait extrêmement attention à ne pas contaminer nos échantillons. Même si on n'est pas à l'abri qu'effectivement, sur une observation, il y a eu une contamination, par exemple, biologique ou d'une poussière. Par contre, ce qu'on observe, c'est loin de ressembler à de simples petites poussières. Voilà, après… Dans l'exemple 2, sauf erreur, vous avez fait aussi des comparaisons avec des produits plus classiques, hein, qui sont injectés depuis plusieurs décennies, où vous avez pris le même produit, puis vous l'avez regardé selon les mêmes critères, selon le même protocole. Et là, effectivement, je veux dire, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de mauvaise surprise, c'est bien ça. Non, on a des solutions qui sont plutôt homogènes, sans éléments surprenants, parfois quelques cristaux, mais c'est vraiment parfois. Donc là, on peut dire peut-être qu'il y a une petite contamination, mais pas dans ces proportions qu'on a vues sur les injections anti-Covid. Donc ça n'a rien à voir. On n'a passé que 4 vaccins classiques. Donc c'est arrêté à 4 parce que je ne voyais pas l'intérêt d'en faire 16. Mais sur les 4, on peut dire que globalement, bon, ça correspondait à peu près à ce qu'on pouvait s'attendre à voir. Voilà, il n'y a pas eu de surprise, comme il y a eu des surprises là dans vos recherches. Disons qu'on passe pas 3 heures par jour pendant 9 mois si tout est normal, si j'ose dire, hein. Effectivement, en fait, on a passé autant de temps parce qu'on s'est très rapidement aperçu que, en fait, dès la première observation, en un quart d'heure, 20 minutes, on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Il y avait un sérieux problème dans ces flacons. Et je tiens à préciser que moi, je suis naturopathe, Sébastien est infirmier, on est des soignants. On se demande comment les autorités sanitaires, que ce soit Swissmedic en Suisse, mais aussi la NSM en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ou l'EMA, l'Agence européenne du médicament, comment ces agences qui sont censées contrôler ces produits avant de les mettre sur le marché, comment est-ce qu'elles ont pu passer à côté de ce que nous avons observé en quelques minutes au microscope? Donc, est-ce qu'elles ont vraiment, ne serait-ce qu'une seule fois, observé au microscope les flacons pour valider qu'il n'y avait pas, par exemple, de contaminants, que ce soit biologique, synthétique ou minéraux, que ce soit vraiment… parce que honnêtement, ça nous semble improbable que les agences sanitaires soient passées à côté de ça. Alors, soit effectivement, il n'y a eu que des validations de papier et c'est du tampon pour valider un nouveau produit. À ce moment-là, OK. Soit il y a vraiment eu une observation du produit pour contrôler que ce soit fait avec des bonnes pratiques, etc. Et c'est pas possible qu'il soit passé à côté de ce que nous avons observé. Ce n'est pas possible. Donc, Et là, on reste vraiment interrogatif. depuis la publication de ces reportages, est-ce qu'il y a eu une réaction de ces autorités de mise sur le marché? Il y a eu quelque chose? Il y a eu… Non? Il n'y a pas eu de retour? Officiellement, non. Pas à notre niveau. Après, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même une précipitation pour faire sauter par exemple, l'AMM conditionnel, l'autorisation de mise sur le marché conditionnel de l'Europe devait courir encore jusqu'en décembre ou mai, ou même jusqu'en décembre 2022 ou avril-mai 2023, voire décembre 2023. Donc, on va dire que la partie expérimentale de ces injections n'était pas tout à fait terminée avant que l'Europe dise « ça y est, maintenant, c'est une autorisation de mise sur le marché classique ».
Donc, il y a une précipitation dans la volonté de passer à l'étape d'après, qui est la mise sur le marché de vaccins classiques, comme s'ils avaient passé 10 ou 15 ans de recul et que toutes les recherches de pharmacovigilance avaient été validées. Donc ça, c'est surprenant. Et on voit qu'il y a aussi une accélération du calendrier, puisqu'on est passé maintenant sur une validation des vaccins Covid chez les enfants de 6 mois à 5 ans. Alors qu'on n'a toujours pas, par exemple, la NSM en France a fait une étude qui s'appelle PRAG-VEG de mémoire, en fait, une étude sur les femmes enceintes. Ça doit dater d'à peu près 1 an et demi, presque 2 ans, et on n'a toujours pas les résultats. Donc, on n'a toujours pas les résultats des études officielles de l'ANSM et ils vont autoriser maintenant les vaccins chez les tout petits. On met la charrue avant les bœufs, encore une fois, donc c'est très surprenant. En tout cas, suite à nos travaux, il n'y a pour l'instant aucun retour ni politique ni médiatique officiellement. D'accord, ouais, c'est plus que surprenant, c'est même très inquiétant, je dirais. Hein. C'est extrêmement inquiétant, même si par contre, on a certaines personnes, parce qu'on a envoyé un bon paquet de clés USB avec nos travaux à différentes personnes et personnalités du monde politique, médiatique, bref, de diverses personnalités de lanceurs d'alerte, etc. Et nous avons eu simplement un retour. Le retour de Virginie Joron, donc députée au Parlement européen. Je vous en fais la lecture. Hein. J'ai bien reçu votre courrier avec votre film documentaire édifiant. Je vous en remercie. Élu de terrain, je suis très touché par vos préoccupations auxquelles je souhaite porter tout mon intérêt qu'elles méritent et relayer et y trouver les solutions si cela est possible. On sait que Virginie Joron travaille énormément sur le Covid et sur tout ce qui s'est joué au sein de l'Europe avec ces injections. Voilà, je passe le détail parce qu'après, bien sûr, elle fait un discours classique d'une femme politique, hein, mais en tout cas, elle a réellement pris conscience et note de tout ce qu'on lui a donné. Et bien sûr, elle nous souhaite très cordialement et nous dit qu'elle est de tout cœur avec nous, mais elle nous souhaite évidemment de continuer à travailler dans ce sens. Et elle nous invite à pouvoir la citer lors des conférences de presse ou autres. Alors, on la cite, Virginie Joron. Vous m'avez dit qu'elle est députée pour la France au Parlement européen sous la bannière Rassemblement national, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Après, nous avons ciblé différents partis politiques. C'est vraiment le seul retour qu'on ait eu et c'est un petit peu dommage. Maintenant, chacun fait ses choix. Il y a mieux que rien. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu aussi, donc Virginie Joron fait partie de la commission Covid au Parlement européen. Et nous avons envoyé aussi à la responsable de cette commission Covid, Christine Anderson, aussi une clé USB avec nos observations. Et nous espérons qu'ils en feront bon usage, effectivement, auprès du Parlement européen. D'accord. On a dans les commentaires différentes informations, notamment Maître Carlo Brusa, qui est à Paris, qui aurait, lui, été le premier, disent-ils, alors je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf, mais à faire effectivement une observation de ces produits devant notaire, marque-t-on. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas si là, vous avez des informations. Alors, c'est devant l'huissier, de ce que j'en sais. Effectivement, c'est la première personne à avoir reproduit ces expérimentations de génération d'adresses MAC chez les personnes injectées devant l'huissier. Donc, effectivement, il faut lui le remercier pour cela. Pour les adresses MAC, alors, si je comprends bien. Oui. Il a reçu la clé USB, on le lui a envoyé aussi. On n'a pas eu de retour, mais il avait reçu la clé USB lui aussi. Effectivement. On a accusé de réception. Aussi du docteur Laurent Montesino. Je ne sais pas si. Ouais, apparemment, vous êtes au courant aussi. Voilà, tout ça, c'est dans les commentaires. Donc, c'est ça Je connais, mais effectivement, oui, ça fait partie des personnalités qui ont étudié le dossier sérieusement. Ça fait du bien. Donc,
voilà, je propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que vous avez quand même quelques petits films à montrer qui sont très concrets, qui sont finalement des faits, hein. C'est ce que vous avez, filmé. Je rappelle que, un reproche qui vous est fait, c'est que, vous ne travaillez pas en salle blanche, mais bon, c'est compliqué C'est ça. d'avoir une salle blanche quand on est un infirmier ou un naturopathe, donc il y a rien de plus normal. Mais que quand même, vous avez pris toutes les précautions, donc chaque fois, c'est des nouvelles lamelles, chaque fois, c'est enfin voilà, vous avez fait vraiment, donc tu n'es pas laboratoire pour rien non plus, Sébastien, tu sais comment travailler. Donc voilà, donc c'est des images qui sont prises de toute bonne foi. Et puis, c'est vraiment des observations et je ne sais pas si vous arrivez à partager quelques-unes des vidéos, puis vous pouvez peut-être les commenter en direct. Euh, ouais, Alors, ouais, on peut faire ça. On va vous envoyer effectivement la première vidéo, qui est donc du vaccin pur, hein, sans ajout de quoi que ce soit, ni colorant, ni sang, ni rien. Donc, c'est vaccin pur. donc on sait que l'image risque d'être un petit peu saccadée parce qu'avec la Ouais. connexion internationale, ça peut être un petit peu, mais ça a l'air d'aller. Donc là, on voit d'étranges choses. Là, peut-être vous pouvez commenter un petit peu sur ce que vous voyez. Alors, on est sur des formes géométriques, hein, qui sont nombreuses et qui sont parfois associées les unes aux autres, parfois complètement séparées les unes des autres. On observe un flux parce qu'on est dans un liquide, donc on a un flux circulant. Mais ce genre d'élément, on l'a retrouvé en pagaille, hein, vraiment en pagaille. D'accord. Et ça, quelle serait la fonction de ces éléments? Il y a pas de Alors, ces fonction. éléments géométriques, bon, vu les analyses qui ont été faites par la suite par des gens beaucoup plus férus, nous ont confirmé que c'était des puces, des micro-puces. Voilà. Des micro-puces, d'accord. Mais ça, c'était pas Voilà. prévu dans le contrat à la base. Non, je crois pas. Je crois pas. Enfin, je sais même pas s'il y a eu vraiment un contrat, hein. Il y a eu un peu, Ouais. voilà. Voilà, on a ce genre d'élément aussi tout à fait géométrique avec un espèce de filament en boucle avec deux petits points dessus. Moi, vu comme ça me fait penser à de la fibre optique. Et c'est pas ça, hein, mais ça me fait penser à ça. Donc, là, encore une fois, qu'est-ce que ça vient faire dans ces injections? Donc d'un côté, on a des adresses MAC qui sont générées par des personnes qui n'ont Qui pas sont avalé un injectés. code, hein, finalement. Et puis, d'un autre côté, on a effectivement, des choses qui ressemblent à d'étranges, transistors. Je rappelle ici qu'on est au micromètre, hein, donc on n'est pas c'est pas de la Oui, c'est nanotechnologie, pas c'est la de la nano, c'est du microtechnologie. micro. C'est 10 puissance -6, disait, Guillaume tout à 10 l'heure. puissance moins 6 mètres, oui. Ouais, et pas du tout 10 puissance -9, voilà, comme seraient en fait, les nanoparticules, hein. Donc a En priori, particulier, ouais, voilà, c'est ça. Exactement. c'est énorme ce qu'on voit là. Mais tu parlais dans la conférence que ça passe quand même par une aiguille? Ça Oui, peut le passer? chat d'une aiguille, on peut l'avoir à l'œil nu, et l'œil nu a une capacité de séparation de l'ordre du millimètre. Donc, le chat d'une aiguille, c'est du millimètre. Donc, on est en 10 puissance moins 3. Mmh. Bien sûr que du 10 puissance moins 6 peut passer 1000 fois le chat d'une aiguille. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos comme ça? Ça va, on n'est pas encore à l'heure de manger, on On peut, oui, on peut. Allez, Alors, on va faire dans la vidéo des micropuces qui ont été observées ouais, par des scientifiques. C'est nous qui avons envoyé les fioles et c'est eux qui ont observé. On se retrouve donc d'accord, avec des formes géométriques, on s'y attendait, toutes recouvertes d'un espèce de voile, d'un voile qui est difficile à enlever, par contre, qui est très collant sur le matériel. Alors, d'accord. quand Et je dis donc très là, on collant, est c'est. l'échelle, Oui, c'est 100 micromètres, hein, je vois ou bien? c'est ça. oui. 100 Ouais, micromètres, c'est pour les plus grandes, elles sont à 150 micromètres. OK. Par contre, en termes d'épaisseur, elles sont de l'ordre de 3, 4, peut-être 5 micromètres, mais c'est pas évident parce qu'il faut arriver à la mettre sur le tranchant. Et ça, c'est pas facile parce qu'on est quand même dans du micromètre. Mais là, on voit une quantité, effroyable de ces formes géométriques. Oui, C'est ça. On est sur une seule goutte, et même pas une goutte, ça même fait. pas une partie d'une goutte de, de fiole. Et effectivement, on observe des dizaines et des dizaines de formes rectangulaires. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de microtechnologie, sachant que, a priori, chaque forme de puce aurait une fonction différente. Donc, Donc ça vous laisse imaginer le nombre de fonctions qu'il y aurait dans ces merveilleux flacons.
Mais donc là, on est toujours dans le produit pur. On en est toujours dans le Produit pur. tout à fait. Produit pur. Est-ce qu'il y a des choses in vivo peut-être que vous voulez nous montrer? Le Alors, fameux in vivo, oui, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a observé in vitro plutôt. D'abord in vitro, ça D'abord in serait vitro. bien. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis une goutte de mon sang mélangée avec le produit pour voir comment chaque cellule réagissait. On ne s'est pas Voilà. trop attardé sur les cellules des globules rouges parce que c'est pas très significatif. C'est sujet à interprétation un peu différente. Par contre, on s'est attardé sur le rôle que ça jouait sur les globules blancs, qui eux ont une durée de vie beaucoup plus longue. Un globule rouge, ça dure 120 jours à peu près. Par contre, un globule blanc, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. D'accord. Les globules blancs se sont retrouvés et regroupés ensemble pour fusionner. La membrane cellulaire a disparu. Et tout le contenu des cellules ont formé un amas qui forme lui-même une membrane autour pour former Alors, une mégacellule, une sorte de mégacellule. bien entendu, la méthodologie est tout à fait discutable sur le plan scientifique, hein. Donc, nous, on ne fait qu'une approche et puis après, on cherche à comprendre. Mais on se refuse d'interpréter quoi que ce soit parce que ce n'est pas notre rôle. On voit que les cellules se sont regroupées entre elles et que les membranes ont disparu par endroits. Et en périphérie, on observe des fameux cils tout autour. Voilà. Les globules rouges que vous voyez surprenant. autour, par contre, ont beaucoup souffert de la manipulation, donc c'est normal qu'ils aient cet aspect un petit peu comme ça en Ferrero Rocher. En fait, il s'est passé à peu près 2 heures, 3 heures de temps entre le début de l'observation et la fin. Donc, cette forme vraiment énorme, parce qu'à la base, un globule blanc, ça fait à peu près la taille d'un globule rouge. C'est légèrement plus gros, ça doit faire dans les 12 micromètres. Là, on est sur une forme qui fait peut-être 50, 60 micromètres. 60, voire 80 micromètres. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et nous, on n'arrive toujours pas aujourd'hui à expliquer le phénomène. Les globules blancs sont censés se diviser et reformer des globules blancs de taille identique, mais ne sont jamais, jamais, au grand jamais, destinés à être fusionnés ensemble pour former une masse telle qu'on la voit. Donc là, on est sur une observation in vitro. Le problème, c'est qu'on a observé ces éléments-là étranges In vivo. Donc, chez des personnes qui ont été injectées il y a 3, 4, 5 mois en arrière. Le problème perdure au-delà des 2 heures de l'expérience, si je comprends bien. Le problème perdure au-delà des 2 heures de l'expérience, si je comprends bien. Largement. Évidemment. Du coup, on va vous faire voir une vidéo où on a un patient qui a été injecté et on voit bien que ces globules rouges, à lui, sont normaux, classiques, ce qui est logique parce que on a du sang frais. Mais par contre, on retrouve ces globules blancs avec un aspect totalement déformé, cloisonné, mégacellulaire, donc très très gros. Et en plus, on voit que ces mégacellules ont une fonction, moi, que je ne comprends pas, qui sont très très actives et on ne sait pas dans quel but. Donc, quand vous avez une formule sanguine comme ça, avec des globules blancs aussi perturbés, je ne sais pas ce que c'est censé donner. Donc là, en haut de l'écran, vous avez une sorte de mégacellule, on a nommé une mégacellule, qui est cloisonnée. Hein. Il y a à peu près 3 parties. Donc, on n'a pas compris, nous, ce que c'était au tout début. Hein. C'est vraiment bien plus tard qu'on a compris que c'était une fusion des globules blancs qui était en train de se faire. Et on constate en bas de cette masse une forte activité cellulaire. Hein. Donc, on voit qu'il y a encore une activité bien présente. On a 3 éléments comme ça, en haut, au milieu et en bas à droite. Et là, logiquement, un globule blanc, c'est tout rond. Hein. C'est légèrement plus gros que les globules rouges qu'on peut constater sur l'image, qui sont un peu violacés. Mais ils sont censés être de forme ronde, ovale, légèrement, éventuellement, mais pas déformés à ce point et pas aussi grosses. Donc là, on a vraiment une observation qui est… On constate qu'on a déjà donc la lignée des cellules blanches, la lignée des globules blancs qui est perturbée, semble-t-il. Voilà. La lignée des globules rouges, elle est assez conservée, du moins in vivo, on voit qu'elle est assez propre, assez correcte en observation microscopique. Et ensuite, on a une autre perturbation, c'est la lignée des plaquettes, celles qui sont responsables de la coagulation et éventuellement même des thromboses. On voit aussi que la lignée des plaquettes est, elle, très perturbée. Alors, on va essayer de voir si on vous trouve une petite vidéo là-dessus. Les plaquettes, normalement, lorsqu'on les trouve, c'est des petits fragments. Non, je voudrais trouver
en activé. Voilà, c'est là. Là, c'est chez un patient donc, à 80 ans qui a reçu 3 doses. Et on va trouver ces globules rouges donc, qui sont un petit peu déformés, mais bon, ce n'est pas très grave. Et on va voir ces plaquettes qui sont en quantité énorme et toutes, c'est-à-dire activées, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité à réagir rapidement. On les voit ici en vert un petit peu. Voilà. Ces plaquettes-là, moi je ne comprends pas qu'elles aient cet aspect. On s'est fait expliquer par un biologiste qui nous a dit bah, ça, ce sont des plaquettes qui sont activées, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à réagir à toute brèche vasculaire. Donc là, à nouveau, on voit 2 globules blancs et celui de gauche a une longue déformation, comme une sorte de queue. On rappelle peut-être l'usage des globules blancs parce que tu as parlé des plaquettes et leur fonction, mais quelle est la fonction des globules blancs peut-être Les pour… globules blancs, on retrouve à peu près 5 grandes familles et ils ont tous la même fonction, défendre l'organisme. Donc, ils sont capables de capturer un ennemi, de le manger, éventuellement de s'en servir d'un petit bout pour en faire des anticorps par la suite, pour demander à ce que les anticorps soient fabriqués. Donc ça, c'est un travail cellulaire. Hein. Il y a des cellules présentatrices de l'antigène. Quand ils ont détruit l'ennemi, ils vont prendre un petit bout de l'ennemi, le présenter à d'autres cellules pour que des anticorps soient faits. En fait, ils vont prendre une protéine de surface. Par exemple, pour le coronavirus, ça va être la protéine Spike. Ils vont récupérer cette protéine, la présenter à d'autres cellules immunitaires pour pouvoir créer des anticorps. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie humorale. La voie de fabrication des anticorps, c'est la voie humorale. La voie humorale, ce n'est pas la voie unique. Hein. La plupart du temps, on n'a pas une réponse immunitaire de type humoral. On a une réponse immunitaire de type cellulaire. On a des globules blancs qui vont venir juste manger l'ennemi, le détruire et terminer. La plupart des bactéries qu'on croise dans notre vie, qui peuvent parfois causer des soucis, par exemple le staphylocoque, pour citer que lui, il va être mangé et puis basta. On ne va pas générer des anticorps staphylocoque doré. La plupart du temps, les infections sont détruites comme ça, par voie cellulaire. Parfois, il est nécessaire de faire une voie humorale pour que ça protège plus longtemps dans le temps. C'est le principe des vrais vaccins. Voilà, alors ça se déchaîne dans le chat, hein, en direct, hein, on est toujours en direct sur Agora TV et ça se déchaîne beaucoup. Beaucoup de gens donnent des explications à pourquoi servent à tout ça. Ici, vraiment, l'objectif n'est pas de sauter aux conclusions, mais vraiment de faire une démarche scientifique, d'observation et c'est vraiment le résultat de vos observations que vous présentez là. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être personnes qui ont été injectées, dont vous avez aussi des images à montrer? Là, on avait une personne de 80 ans, on peut se dire, bon, ben voilà, les plaquettes d'une personne de 80 ans, ça peut, voilà, ça peut se dégrader. Enfin, voilà, ça pourrait être. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on va vous montrer la vidéo d'un jeune homme de 21 ans qui a reçu 2 doses. On ne va pas se pencher sur cette plaquette, même si on a observé sensiblement la même chose. On va se pencher sur autre chose qui nous est apparu très rapidement et qui a nécessité que je recommence l'exercice 3 fois. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, là? Alors, là, je peux pas poser de mots dessus. On me dit souvent, c'est du graphène. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que ça vient faire dans le sang. Mais ça, c'est retrouvé très fréquemment chez les gens vaccinés et parfois chez les gens non vaccinés. Alors, est-ce que c'est lié au vaccin? Est-ce que c'est lié à d'autres paramètres? Moi, j'en sais rien. Je découvre ça. Je découvre ça. Je me refuse de l'interpréter. Par contre, je m'accorde à interroger les scientifiques pour qu'eux fassent leur boulot. Mais est-ce qu'auparavant, dans ta carrière de laborantin, enfin, qui n'a pas vraiment été une carrière, mais c'était une formation avant tout, mais est-ce qu'à l'époque, on parlait déjà de choses comme ça qu'on pourrait retrouver dans le sang ou bien c'est complètement… Alors, moi, effectivement, je n'ai pas exercé en tant que laborantin. Par contre, la passion de la biologie, je l'ai toujours eue. Mes étudiants infirmiers que je recevais au cabinet sont tous passés derrière le microscope pour regarder du sang ordinaire, pour regarder des choses comme ça, pour regarder des choses de la vie. Et moi, de mémoire, non, il y a au moins 5 ans en arrière, je n'ai jamais relevé de choses comme ça. Jamais de la vie. À tel point, je vous dis qu'au début, quand j'ai observé ça chez la patiente, j'ai recommencé 3 fois ma lamelle, me disant que j'avais forcément pollué mon observation. Et en fait, non. Et maintenant, plus j'en fais et plus j'en vois, et y compris parfois chez des gens non injectés, ce qui est vraiment surprenant.
Autant les gens non injectés n'émettent pas d'adresse MAC, autant on retrouve des éléments de ce type-là. On peut appeler graphète, on peut appeler comme on veut, c'est pas le sujet. Il faut trouver un vrai nom parce qu'il faut que ça soit analysé sérieusement par des scientifiques. Mhm. Je vais peut-être vous montrer une dernière séquence sur une personne qui a été injectée pour vous montrer. C'est d'autres images qui corroborent un petit peu ce que Très tu bien. as, ce D'accord, que tu as montré. C'est des images qui ont été Voilà, prises donc ici, ici même avec le docteur Broussaillant notamment. voilà bah, ça Et corrobore ce qu'on il y a trouve aussi chez il y a le, aussi chez les injectés. ça, c'est le vaccin sec, hein, en fait, c'est le Ouais. vaccin séché. C'est pour ça qu'on sort un petit peu du sujet. Ah, bah voilà. Ouais, ouais, on a vraiment des choses étranges, hein. On Alors a vraiment ça, des bon, choses très étranges et on se demande bien, effectivement, par rapport à d'autres produits qui ont été testés par vos soins, pourquoi est-ce qu'on a tout ça dans ce produit-là, hein? alors certains parlent d'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire la capacité à utiliser les tissus du corps humain pour fabriquer autre chose. Bon, ben, c'est sûr que quand on regarde la vidéo de mort soudaine, qui a été faite aux États-Unis, ouais, on s'interroge. On s'interroge. Nous, on est dans le microscopique, eux sont dans le macroscopique. Mais ils trouvent des Mmh. choses singulières dans les artères et les veines. C'est ça, hein, on a beaucoup parlé des caillots de sang notamment et là, tu parles de plaquettes, on voit que là, il y a peut-être, gentiment des liens qui peuvent commencer à se faire. C'est vraiment, d'un niveau d'inquiétude, sans précédent, hein. Je crois qu'on n'a jamais vu ça quelque part dans notre histoire de l'humanité, des choses aussi, terrifiantes, qui ont été, en plus, mises en masse et par contrainte, hein, quand même, hein, Par beaucoup. contre, Et souvent par contrainte. Voilà, Mais Sébastien, tu as perdu ton job quand même, hein, donc ton revenu, ta maison, voilà, parce que tu as pas voulu te soumettre à cette contrainte. Donc c'est des contraintes qui sont avec des conséquences énormes, pour la vie d'une famille, de gens qui ont pas forcément les moyens de se dire: «Ben, tiens, je lâche tout, je vends tout et puis, vogue la galère, quoi». ouais, j'ai pas les moyens, on est d'accord. Mais tout ça est largement au-dessus de ma propre condition. Enfin, ma propre condition n'a pas d'intérêt dans cette histoire. C'est la vérité qui est importante. Parce qu'il s'agit de milliards d'humains et qu'en plus, il s'agit de millions d'enfants à venir. On les voit venir, on les voit arriver. On sait ce qu'ils veulent. Aussi injecter les enfants. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, 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 alors là, c'est l'énorme problématique effectivement, d'injection, même chez les jeunes, hein, en Suisse, on a eu l'université tout à coup, de Genève, qui a changé son plan sanitaire. Au début, ben, tout le monde venait avec des masques en cours, on laissait une place sur 2 libre, puis tout à coup, ils ont dit: «Non, non, on va faire des certificats, Mmh. Covid» et voilà et tout le monde, énormément d'étudiants se sont fait, injecter, pour pouvoir, continuer à aller aux cours et ça pose une problématique éthique, justement liée notamment au consentement. Parce que c'est des injections forcées, par la contrainte, mais deuxièmement, avec ce qu'on découvre à l'intérieur de ces produits et ce qu'on découvre aujourd'hui, je crois que le problème du consentement, il est bien plus grave que ça. bien plus C'est-à-dire que grave. là, Oui. voilà, on a des éléments qui émettent des adresses MAC, par exemple, qui n'ont rien à voir du tout avec, l'usage premier du produit. Non. Hem, On Je- va vous montrer juste une vidéo chez un jeune homme aussi qui a été injecté. Euh, Donc là, on constate à nouveau des éléments, des amas extrêmement gros et déformés. Autant les globules rouges sont complètement déstructurés et déformés, et autant on observe ces masses énormes, a priori composées de globules blancs et d'autres éléments probablement minéraux ou synthétiques. Euh, C'est difficile de savoir exactement à quoi on a affaire. Là, mais on ça a te joué sur le contraste confirme, pour voir un Sébastien, petit quelque peu. chose que tu n'as pas vu par le passé? C'est des choses que Pardon? tu as C'est quelque chose que tu n'as pas vu par le passé quand tu as fait des examens de sang ou des observations de sang, par le non, passé, c'est non. des choses que tu découvres cette fois pour la première fois quasiment? Oui, oui, non, non. On ne s'attendait même pas à trouver ça, hein, franchement. C'est tellement surprenant. C'est tellement... Alors, ce jeune homme, Corentin, bien sûr, on a changé les noms, hein.